Alors bon, c'est peut-être un peu facile. Comment intervenir sur la couleur? Voilà, c'est ça, la balance des blancs. Donc on retrouve indexé par le sigle WB. Donc ça, c'est une photo faite en automatique avec 3 balances des blancs différentes. À gauche, c'est la balance des blancs tungstène, au milieu automatique, et à droite, la balance des blancs nuageux. Donc on voit bien que de gauche à droite, la couleur se réchauffe. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que vous avez des cycles de balance des blancs sur votre appareil qui vous permettent de régler votre couleur. Grosso modo, il y a 3 valeurs intéressantes: la valeur automatique, la valeur tungstène qui permet de refroidir son image, et la petite valeur nuage, enfin le sigle nuage qui permet de réchauffer son image. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ça a été fait avec 3 balances des blancs. Donc on retrouve, je vous ai parlé des Kelvin, on retrouve ces valeurs. Tungstène, c'est plutôt une valeur basse. Nuageux, c'est plus élevé. Donc je le rappelle, la lumière du jour, la lumière naturelle, c'est 5500 Kelvin la journée, parce que le matin et le soir c'est différent, mais la lumière classique qu'on a actuellement, là c'est à peu près 5500 Kelvin. L'idéal ce serait de travailler en RAW, parce qu'en RAW, on n'agit pas sur sa balance des blancs au moment de la prise de vue, on la décide après. Par exemple, les photos que j'ai fait là de la pyramide, je n'avais pas choisi ma balance des blancs, je travaillais en RAW. C'est après, dans l'ordinateur, que j'ai dit j'ai une balance des blancs comme ça et comme ça. Si par contre je travaille en JPEG, ce qui est le cas très souvent, alors le RAW c'est un format non compressé RAW, nous avons du format RAW et du format JPEG. Si je travaille en JPEG, ma balance des blancs, il faut que je la décide au moment de la photo. Donc après, quand même, je peux intervenir sur la couleur. Imaginons que j'ai fait une photo trop jaune, trop bleue. Je peux quand même revenir sur mon image, même si c'est du JPEG, avec un logiciel de retouche image, mais mon libre arbitre sur ce réglage est quand même moins confortable. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire ce que je veux quand même. J'ai une marge de manœuvre plus réduite que si je travaille en RAW. Comment obtenir une photo nette sans flash, pour respecter un petit peu l'ambiance de la scène? Parce que le flash c'est bien, mais ça écrase les volumes. Et puis parfois quand on est, ça peut être au restaurant, il y a des belles lumières rouges par exemple, ça peut être dans la rue, avec un joli éclairage, on a un modèle dans la rue, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire pour avoir une photo nette quand les conditions de lumière ne sont pas idéales, il fait plutôt sombre, et que je ne veux pas utiliser mon flash? On peut se dire, comme j'ai pas beaucoup de lumière et que mon flash ne marche pas, je vais choisir une vitesse d'obturation plutôt lente. Et le problème, c'est que si ma vitesse d'obturation est trop lente, je risque de bouger pendant la prise de vue, sauf si j'ai un trépied, enfin on ne se balade pas tout le temps avec un trépied avec soi. Dans ces cas-là, je risque d'avoir un flou de bouger et la photo sera floue. Donc je ne peux pas non plus trop descendre ma vitesse. Je peux aussi choisir d'ouvrir mon diaphragme pour que plus de lumière rentre dans l'objectif et donc expose le capteur. Mais le diaphragme, il est ce qu'il est, il a une limite. Par exemple, ça peut être 2,8, ça peut être 4, 5, 6, et puis au-delà, on ne peut pas ouvrir plus. Et parfois, il faut pouvoir ouvrir plus. Donc je suis limité par mon diaphragme, je ne peux pas descendre trop ma vitesse. Les os, la sensibilité du capteur. Donc plus les os montent, plus la sensibilité augmente. Donc un capteur, ça a une sensibilité donnée, ça ne bouge pas en principe, c'est 100 ou 200, mais les ingénieurs proposent une amplification de signal qui permet une montée virtuelle de la sensibilité du capteur. Alors au tout début du numérique, il y a de ça 10-15 ans, quand on montait la sensibilité, en général on s'arrêtait sur la 2e ou 3e valeur, c'est-à-dire 400, pas plus loin, et déjà ça paraissait fantastique. Et on avait un bruit, alors le bruit c'est le grain, on avait un grain dans l'image qui était absolument affreux. Maintenant on a fait beaucoup de progrès sur la sensibilité, on arrive à monter jusqu'à 6000, 12000, 100 000 ISO. Et pour faire simple, sur les compacts, on peut monter jusqu'à 400 ISO sans dégrader sa qualité d'image. Sur des compacts experts, 800 ISO. Et tout ce qui est hybride, réflexe, je pense que suivant les modèles, on peut monter entre 800 et 3200 ISO, suivant les modèles. Si on a un capteur de grande taille, la sensibilité sera meilleure. C'est-à-dire que si par exemple je travaille souvent à 3200 ou 6400 ISO, il est préférable que j'investisse dans un capteur de grande taille qui permet une meilleure sensibilité. Alors, quand je dis une grande taille, j'entends la taille physique du capteur. Plus le capteur est grand, mieux c'est pour la sensibilité. Il y a aussi une autre incidence, c'est la profondeur de champ. Un capteur de grande taille me permet de mieux gérer ma zone de netteté. Par exemple, avec un capteur de grande taille, j'aurai une zone arrière plus nette quand je fais du portrait, plus floue quand je fais du portrait. Voilà, donc on a plusieurs tailles de capteurs sur les appareils, et plus le capteur est grand, plus c'est cher évidemment. Donc on l'aura compris, dans les ISO faibles, on va plutôt travailler pour des scènes bien éclairées,
Et quand la lumière manque, on va plutôt utiliser un ISO élevé pour faire une photo plus nette. Monter les ISO, ça a une incidence qui peut être néfaste sur l'image, c'est le grain. De toute façon, quoi qu'il arrive, même avec un très bon appareil, si on monte trop les ISO, on va avoir des petites taches colorées qui vont apparaître dans les zones sombres de l'image. Donc c'est pas toujours esthétique. Donc la même photo faite à 200 ISO et la photo faite à 1600 ISO. Donc on est dans mon restaurant avec un éclairage bougie. C'est une lumière très faible. Alors ça se voit pas trop, mais vraiment l'éclairage est très très bas. Et si je travaille à 200 ISO, mon capteur finalement a une sensibilité moindre, ce qui fait que la vitesse d'obturation doit être plus lente. Comme le capteur manque de sensibilité et que le diaphragme ne peut pas bouger parce qu'il est déjà totalement ouvert, c'est la vitesse d'obturation qui va descendre. Et puisqu'elle descend, à main levée, l'image est floue parce que quand la vitesse est trop lente, le moindre mouvement se voit sur l'image. Donc pour éviter que la vitesse d'exposition soit trop lente, je vais monter mes ISO et ainsi la vitesse d'obturation va remonter avec les ISO et ça permet de faire des photos nettes plus facilement. Alors, comment intervenir sur la répartition et l'harmonie des formes et des volumes dans l'image? Il peut y avoir plusieurs réponses pour ça. Le choix de la focale, ouais. Et puis aussi le cadrage, mais principalement c'est le choix de la focale. Donc là, même sujet, pris au même endroit, avec deux focales différentes. Donc les focales, on les retrouve, elles sont représentées par des valeurs en millimètres. Là, on a vu 12, 24, maintenant 48. Donc vous voyez que plus la valeur monte, plus je rapproche mon sujet. Le zoom est une variation de focale. Il propose une focale entre tel chiffre et tel chiffre. On peut aussi travailler sans zoom, avec des focales fixes. Comme c'est le cas, comme on voit là sur le 50 mm est une focale fixe. Là, en dessous de 50 mm, on a un champ photographié plus large. Au-dessus de 50, c'est le contraire. Donc 50 mm, ça correspond plus ou moins à la perception rétinienne que nous avons de la réalité. Plus ou moins. Donc pour simplifier, on dit en dessous de 50, on entre dans le domaine du grand angle, et au-dessus de 50, on entre dans le domaine du télé, c'est-à-dire qu'on rapproche son sujet. Donc c'est intéressant pour le portrait, idéal portrait ou prendre des choses de loin. La macro, ça se situe plutôt entre 60 et 100, plutôt 60 et 200, plutôt. Mais la plupart du temps, c'est 60, 100. Hein. J'ai pris le grand angle parce que j'aime bien. Je suis plutôt grand angle que télé, et j'aime bien les lignes de fil que ça crée en fait. Parce que c'est un arbre qui n'est pas si gigantesque que ça finalement. Et le grand angle en contre-plongée permet d'accentuer l'étirement des lignes. C'est plutôt esthétique, parce que c'est l'objectif là qui joue, hein, parce qu'on n'a pas du tout cette appréhension-là lorsqu'on est sous l'arbre en fait. Hein. Il est beau cet arbre, mais il n'a pas ces lignes comme ça étirées. C'est la contre-plongée, le grand angle qui fait ça. Le télé aurait donné quelque chose de beaucoup plus ramassé, hein, beaucoup plus écrasé. Là on arrive sur des choses un peu plus, je dirais, ludiques. Beaucoup d'appareils aujourd'hui proposent des filtres. Il y a quelque chose qui est très populaire maintenant depuis quelques temps, c'est les applications iPhone pour transformer ces images. Et moi je trouve que c'est très bien parce que ça a permis aux grandes marques photo de réfléchir autrement à la façon d'utiliser l'appareil. Et on voit apparaître maintenant de plus en plus des filtres créatifs directement dans le boîtier. Ça permet de réduire les temps de traitement en logiciel parce que par exemple si on a fait une photo et qu'on veut créer une atmosphère particulière dans cette image, on va voir des exemples après, plutôt que de passer une heure sur Photoshop, on va pouvoir avoir tout de suite, le boîtier nous propose de faire une copie de l'image avec un filtre adapté. Donc ça se développe de plus en plus. Donc on commence par l'effet finalement le plus classique, c'est le noir et blanc. Le noir et blanc c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi j'ai un peu de mal, je vous avouerai. Les photos qu'on voit là, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles d'un collègue qui travaille aussi ici, qui s'appelle Bruno. Moi j'ai beaucoup de mal avec le noir et blanc parce que je pense que c'est une façon de voir le sujet qui est différente. Il faut totalement revoir sa façon de voir le sujet, les masses de couleurs, etc. Une photo banale en couleur peut être très belle en noir et blanc et inversement. Une photo banale en noir et blanc peut être très belle en couleur. Et moi j'avais fait une photo à Lisbonne plutôt couleur. Voilà, moi je réfléchis beaucoup en couleur. Mais il y a des photographes qui vont réfléchir en noir et blanc et qui vont faire des choses très belles, peut-être des choses que moi je passe à côté. Hein. Donc après chacun préfère l'une ou l'autre, mais elles ont toutes les deux leur atmosphère. Ça c'est les photos donc, de Bruno. Moi je trouve que ces photos sont intéressantes, parce que si on regarde bien, on peut imaginer cette photo en couleur, et je pense qu'elle n'aurait pas du tout la même dimension. Elle serait peut-être beaucoup plus classique, un peu carte postale, un peu
banal en fait. Peut-être que si c'est une lumière plutôt plate, une lumière un peu brumeuse, on va avoir des tons marron, gris. Donc finalement, c'est pas... Et le noir et blanc apporte une atmosphère, un vrai plus, une vraie plus-value pour l'image, je trouve. Un autre exemple avec cette photo qu'il a fait. Bon, ça a été fait il y a peu de temps, mais c'est une manifestation ferroviaire. Bon, bah, voilà, avec le noir et blanc, on a un côté vraiment à l'ancienne, ça a une atmosphère sympa. En couleur, ça ferait peut-être plus reportage. Moi, je le sens vraiment en noir et blanc, ce genre d'image. Le noir et blanc, par exemple, ça permet de voir différemment les masses de densité. On va avoir ici une masse très claire et entourée par une masse sombre. Donc le noir et blanc permet de se concentrer sur ces masses et de ne pas penser en couleur. Donc finalement, on voit ça un peu comme un tableau presque abstrait, avec des zones de densité différentes. On remarquerait une chose que j'ai pas dit, j'aurais peut-être dû dire, c'est la composition. Quand on regarde une photo, on a le regard qui rentre dans l'image, et en général, quand on commence la photographie, qu'on ne maîtrise pas très bien son cadrage, on a tendance à penser à ses repères. Et je pense que ce qui est bien de se dire, c'est où mon regard va se situer dans l'image, comment il va naviguer au travers de l'image. Donc par exemple là, le photographe, je pense qu'il a réfléchi à l'idée que le regard démarre comme ça sur le côté et suit la ligne blanche pour arriver sur le Mont Saint-Michel. Quand on ne maîtrise pas bien le cadrage, il faut toujours penser au mouvement que le regard porte dans l'image, par où il va rentrer, comment il va sortir. Il faut que la navigation soit naturelle et qu'elle soit naturelle et qu'il n'y ait pas de zone de butée. Alors ça, c'est les petits effets qu'on trouve sur les appareils. Ça, c'est fait avec un compact. Donc je fais beaucoup de ces effets-là parce que j'aime bien. C'est des effets de ton dramatiques. Donc là, on a un petit vignotage créé par l'appareil. Ça augmente les contrastes. Aussi, on voit que les hautes lumières montent plus vite et les basses lumières sont un peu bouchées volontairement. Ouais, ça crée une ambiance. Un autre effet qui avait été initié par Canon, c'est la petite pipette colorée qui permet de choisir la couleur qu'on a envie de garder. Voilà, ça peut être aussi intéressant quand l'élément est assez graphique et qu'il n'y a pas trop de couleurs aussi. Enfin, quand plutôt la couleur qu'on va garder a une présence significative. Et je voulais terminer en disant que bon, tout ça, ce sont des paramètres techniques qui permettent de mieux gérer son appareil, mais la technique, ça suffit pas. Et on peut avoir une belle photo qui est totalement réussie au niveau technique et qui sera sans intérêt. Et inversement, on peut avoir des images totalement bancales au niveau technique, surex, sous-ex, flou, de travers, tout ce qu'on veut, elle sera très belle. Donc ce qui est très important, c'est le regard que l'on porte sur son sujet, sa créativité, sa sensibilité. Ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'il faut savoir maîtriser la technique pour pouvoir justement la surpasser, la dépasser et l'oublier. C'est-à-dire qu'au début, on apprend la technique pour mieux l'oublier après et se concentrer sur le sujet. Et si on a envie de faire des photos floues, si on a envie de faire des photos surex, si le sujet s'y prête, pourquoi pas. Après tout, il y a des photographes qui vendent des photos très chères en galerie, elles sont totalement floues, totalement surex, et ça se passe très bien. Et donc, je vous parlais tout au début de notre espace communauté Fnac sur Fnac.com. Il ne faut pas hésiter à aller voir. Vous avez ce sigle communauté qui vous permet de retrouver pas mal d'articles. Des vendeurs pour tous les domaines, technique, livres, musique. Et on retrouve notamment mes articles à moi, ceux de mon collègue Daniel Rocha aussi.